Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bon vendredi, nous sommes le 4 août et à CEMA TV en vacances. On va s'entretenir avec Catherine Couillard du Carrefour mondial de l'accordéon. Elle en est la directrice générale. On va parler de la programmation de l'événement de cette année. Un peu plus tard, Mathieu Labrec nous offrira la chronique prévention. Il est de Promutuelle Assurance et il sera question des travaux par point chaud. On va s'entretenir également avec Marc-André Rioux de la Semaine du patrimoine à Saint-Roch-des-Aunais. Cette semaine débutera le 6 août. Toute la programmation vous sera dévoilée dans un moment. Aussi, Jérôme Landry, ce printemps, nous a ouvert les portes de son érablière. On se déplace donc à l'érablière de la ferme ancestrale de Cap-Saint-Ignace. Et Chantal Caron, danseuse, chorégraphe, réalisatrice, nous fait rêver et elle discute avec nous aussi à l'émission aujourd'hui. Notre prochaine invitée, c'est Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, du Musée de l'accordéon, de l'École internationale de musique. Bonjour, Catherine. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est déjà à notre 34e édition et c'est aujourd'hui qu'on lance la programmation et la billetterie. Déjà 34 éditions. Bon. Et déjà, oui, déjà 34 ans, mais on pourrait dire aussi, on est déjà rendu, on est déjà rendu au festival, Carrefour oui, mondial de l'accordéon, parce que, faut le mentionner, Catherine, c'est que lorsque ça se termine, là, après la fête du travail, bien, c'est quoi de le dire, vous vous remettez au travail pour la prochaine édition. Et parce que j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Bon, tu as un directeur artistique avec toi, M. Normandin. Mais tout ça, là, c'est de l'ouvrage. Il faut les trouver, les musiciens. C'est beaucoup d'ouvrages, de coordination. Les gens, des fois, nous posent la question, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Mais le reste de l'année, c'est ça. T'sais, on fait, oui, l'événement est toujours à la fête du travail, mais vite après ça, les bilans aux partenaires, on fait des bilans d'équipe. Puis rapidement, en novembre, on refait déjà la programmation pour l'autre année. Parce que les artistes internationaux du Canada ou du Québec, c'est quand même une logistique. Tu sais, ces artistes-là, oui, sont rémunérés, il y a des contrats avec eux-mêmes, soit leurs agents, les billets d'avion, les repas, les transports des familles pour ceux qui vont venir avec, les animateurs, les bénévoles, les techniciens. C'est une grosse structure, le Carrefour. C'est toute une gymnastique, parce qu'on comprend, là, que ça fait beaucoup de choses. Puis c'est ça, les gens... beaucoup de monde. À l'international, les visas, les passeports... Les artistes viennent travailler. Ces gens-là ici... Ils viennent travailler, ils ont quand même des documents fiscaux à avoir, des documents légaux qu'il faut demander. Puis il y a toujours une petite gymnastique là, de quelques mois pour les artistes. Ouais. Des fois, on ne s'imagine pas. Hein, le Carrefour mondial arrive, ça fait 34 ans. Mais il y a beaucoup de travail, derrière cette édition chaque année. À quoi on peut s'attendre cette année? Cette année, on peut s'attendre à une édition qui est toujours sur 3 jours, mais on a rajouté des activités le vendredi. Donc, il y en a des fois qui arrivaient un petit peu plus tôt, le jeudi. Le vendredi matin, on a rajouté une activité au musée le matin, puis on a rajouté un pique-nique. Pour la première fois, on va être à la promenade du bassin. Donc, les Magny-Montois connaissent bien la promenade du bassin. On fait un concert gratuit là, sur l'heure du dîner. Fait que ça, c'est 2 belles nouveautés. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Sinon, c'est plusieurs nouveautés au niveau des artistes internationaux. Dans tous ceux qui viennent, sauf un duo, ce sont tous des artistes qui viennent au Québec pour la première fois. Fait qu'on est quand même très contents. Oui. Ouais, OK, donc ça veut dire que c'est... Parce que normalement, on a toujours des visages connus qui sont venus durant les 34 éditions, mais là, non? Non, ou il y en a que ça fait extrêmement longtemps, mais la plupart, là, ça va être pour la première fois qu'ils vont venir à l'événement. Fait qu'on est très contents de ça. Notamment, on a un duo qui font du tango, Victor Hugo Villena avec Sabrina Condello qui viennent France-Argentine. C'est la première fois qu'ils viennent. On a Rémi Geoffroy, c'est la première fois qu'il va venir avec nous. On a Eglé je vais prononcer son nom le mieux que je peux, là, mais Bartekiviuche.
Et c'est une artiste de Lituanie qui vient pour la première fois avec nous. C'est un exercice, hein, voilà. parce qu'il y a des noms, des Russes, des on dit international, alors mondial. Il y a des gens de partout qui viennent. Mathias Pörner d'Allemagne, c'est tous des gens qui viennent pour la première fois. Et qu'est-ce qui fait qu'on est allé chercher ces nouveaux musiciens, si je peux le dire, ces nouveaux invités? Je pense que c'est plus juste. Ces nouveaux invités, on a toujours un réseau, nous. C'est sûr qu'il y a des artistes qui, oui, vont s'offrir de manière spontanée, comme les gens s'offriraient pour un emploi, en fait, qui veulent venir jouer au festival, mais souvent, c'est par le biais de... Nous, on participe à d'autres événements internationaux, que ce soit des concours internationaux. Steve, par exemple, a été jury cette année en Belgique. Renal Wallet l'était fréquemment dans des événements, notamment en Italie, mais on participe aussi à des festivals comme en Espagne, au Pays catalan, où est-ce qu'on a des relations de longue date avec eux. C'est comme ça qu'on réussit à renouveler les artistes. Bon, on parle d'accordéonistes internationaux. On parle également là, de 2 nouvelles scènes. Oui, 2 nouvelles scènes. Bon, pour ceux qui habitent proche du musée ou qui ont passé, ont vu qu'on est en train de commencer à construire quelque chose. Donc, on va avoir une nouvelle scène qui va donner vers la rivière. Donc, pour les gens qui sont déjà venus, on avait toujours une scène collée un peu plus vers le Fournier-Lapin sur le terrain. Mais là, on aimerait que le public voit la rivière. Ça va être c'est un espace qui va être utilisé par la suite pour tous les citoyens. Nous, c'est quelque chose qu'on voulait... Oui, on l'utilise comme scène, mais on appelle ça une esplanade. Par la suite, on va mettre des sièges pour les gens qui veulent aller soit pique-niquer, soit regarder la rivière, se détendre. Donc, ça va être un équipement d'utilisation publique par la suite. On a là, puis la deuxième, c'est la promenade du bassin, là, comme on mentionnait. OK. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir encore la scène, est-ce qu'on va utiliser la Place Montel? Place Montel, on l'utilise toujours et on revient pour une deuxième année avec le parcours des balcons. Donc, l'année passée, ce fut fort apprécié. On avait des artistes qui se produisent, on va dire spontanément, mais c'est pas spontané, mais on utilise des balcons de citoyens ou d'entreprises au centre-ville pour faire des spectacles. Puis on revient avec ça cette année. On a un balcon sur la rue de la Gare, juste en face du magasin L'Évêque. Puis on en a une autre derrière, la terrasse qui est derrière la Maison Rousseau va être utilisée aussi cette année. Puis ces concerts-là vont être gratuits. À la Place Montel, on a aussi une programmation le samedi et le dimanche. OK. Pourquoi on fait ce changement-là de scène? Est-ce que c'est pour être plus accessible? Pour être plus accessible, pour ajouter, je vous dirais, ça pour être accessible, pour ajouter un petit peu de oomph aussi au festival. On aime ça, changer un petit peu la formule. C'est des choses qu'on voit ailleurs, qui sont fort appréciées, notamment les concerts en plein air, en formule acoustique, très accessible auprès des musiciens. C'est quelque chose qui marche beaucoup. L'année passée, quand on a fait le pique-nique du Marais, c'est pas un lieu qu'on trouve facilement quand on n'est pas de Montmagny. Mais on était extrêmement surpris. Il y avait une centaine de personnes qui sont venues voir, comme ça, les musiciens en pique-nique. C'était un moment convivial fort apprécié. Puis c'est le ton qu'on souhaite donner là, par la suite pour le festival. On veut mettre de l'avant vraiment les lieux patrimoniaux et naturels qui font la beauté de Montmagny. C'est les mettre en valeur. Les mettre en valeur pour les années futures. Benoît Couillard-Dupuis, c'est toujours, ça reste le siège social, si ça reste le QG, oui, du festival, toujours. Puis on utilise encore Edwin pour des grands concerts comme le concert d'ouverture. On a un grand concert le samedi soir et l'espace citoyen qu'on utilise soit pour François Prévost ou les activités de musique traditionnelle. OK, ça, c'est nouveau. Aussi. L'année passée, c'était la première fois qu'on l'utilisait, mais on a ramené nos activités traditionnelles, soit la veillée de danse, qu'on a, nous, le samedi soir, et le Trap des Grands Soirs, donc un grand concert exclusivement musique traditionnelle le dimanche. C'est toujours une activité très, très courue. Le lundi, il y avait le déjeuner, le très célèbre... Peut-être l'année prochaine pour le 35e, mais pas cette année. Peut-être. Je sais, Michel. Mais c'est beaucoup de... Mais il faut le mentionner, Catherine, on le mentionnait au début. C'est de tout organiser ça. On fera peut-être une activité parce qu'il y avait spéciale. le jeudi soir, on avait commencé un petit peu le jeudi soir. Est-ce qu'il était dans l'intention de M. Ouellet, parce que c'était dans le temps de Rénal, et aussi du conseil d'administration du temps, de vouloir étendre le carrefour, alors que là, on le ramène à 3 jours, parce que tu as commencé avec ça en disant on reste à 3 jours. Puis je dirais qu'on a différentes réflexions. On a des clients maintenant qui auparavant restaient vraiment sur 5 jours, qui maintenant font davantage un coucher le jeudi, restent le vendredi, samedi, ils repartent le dimanche, ou on a des gens qui viennent faire que samedi, que dimanche. Il y a une transformation dans la
consommation du festivalier. Mais pas seulement. On a aussi réfléchi à l'impact de l'événement sur Saint-Jean au niveau de l'environnement puis des déchets que ça produit, puis on a décidé de le ramener un petit peu. Mais ce que les gens savent un peu moins, c'est que depuis 1 an ou 2, nous, on travaille le jeudi, mais dans des concerts qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. On fait des animations dans des résidences de personnes âgées. Parce que les musiciens sont arrivés. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés, fait qu'on fait cette année, puis l'année passée aussi, des activités en résidence pour personnes âgées, personnes en situation de handicap. On fait des concerts pour les CPE, puis on a des concerts spontanés chez certains partenaires. Fait que ça, c'est des concerts qui ne sont pas dans la programmation, mais les artistes, le jeudi, ils sont à différents endroits. Donc, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Est-ce qu'on va aller encore dans les restaurants? On est encore dans les restaurants cette année, ça, certainement. Je pense que c'est fort apprécié. Fort apprécié par tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose qu'on poursuit encore cette année. On a également la navette qui revient. Une navette gratuite qui fait la majorité des sites, la majorité des hôtels pour les festivaliers, qui est complètement gratuite, qui est financée en fait par les hôtels camping ainsi que par le Carrefour. C'est TCA qui fournit la navette. Bon, je me sers des notes pour le communiqué de presse, là, mais parce que je veux vraiment toucher les points là, qui sont très importants. Billetterie et accès journalier. Oui, on a changé ça. Parce qu'on commence à vendre des billets aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y a pas de billets qui ont été vendus avant? Non, on n'a pas vendu. Il n'y a pas de prévente? Non, la prévente, en fait... Je suis un peu surpris. Non, il y a un rabais de lancement jusqu'au 22 juin. Donc, on part vraiment à ça le 6 juin. On a déjà essayé de vendre un petit peu plus tôt les billets, mais on vient un peu serré avec la production du dépliant. En tout cas, on aime mieux être vraiment prêt à partir de la première semaine de juin pour vendre les billets. Tu poses la question sur les accès journaliers et les passeports. C'est quelque chose qui a été demandé beaucoup par les clients, puis c'est quelque chose qu'on a mis sur pied. Maintenant, les concerts d'avant-midi, les concerts d'après-midi, on peut les avoir en accès journalier. Ça veut dire que toi, Michel, t'es intéressé à venir au concert du matin, soit un, soit l'autre, les sites extérieurs, tu souhaites changer de site, mais tu es en accès journalier. Le samedi, c'est ce que tu achètes, plus un concert de soirée. Comme on voit généralement dans les festivals, en fait, on s'est plus collé sur qu'est-ce que fait le milieu des festivals. OK. Est-ce que ça veut dire l'accès journalier, c'est qu'on paye et on peut accéder à tous les événements de la journée? C'est ça, sauf les concerts de soirée. C'est une bonne idée. Ouais. Les concerts de soirée, on les a exclus simplement parce que la plupart ont des sièges désignés puis c'est un petit peu complexe à gérer avec les modes passeport. Mais sinon, pour avant-midi, après-midi, c'est ce type de forfait-là. On a la même chose pour les 3 jours également, ceux qui veulent vraiment passer le vendredi, samedi, dimanche en passeport week-end. Ça aussi, je pense que le mot passeport dans le monde des festivals, ça résonne beaucoup. Fait que c'est ce qu'on a décidé d'aller cette année. Bon, la pandémie, il faut en parler. Oui. Là, ça a été une période très difficile pour tout le monde, y compris le Carrefour. Tout à fait. Est-ce qu'on est sorti de ça? Est-ce que les gens ont recommencé? Oui, c'est sûr que l'année passée, puis tu sais, les données du milieu le montrent, on n'était pas à 100% comme avant la pandémie. C'est pas vrai. On avait quand même une diminution. Il y a certains festivals qui ont eu des diminutions plus grandes que nous, mais il y avait une diminution quand même de pré-pandémie. On espère que cette année, on reviendra à des années comme 2018-2019. C'est ce qu'on espère. Mais sinon, pour ce qui est de la structure, les projets, la programmation, les artistes, on est vraiment revenu là, à qu'est-ce qu'on avait avant en 2018-2019. OK. Le Musée de l'accordéon, bien sûr, fait partie de l'ensemble de cette belle présentation. Il va être ouvert parce qu'on sait qu'on l'a revampé. On l'a revampé beaucoup en 2021. On a un autre gros projet qui s'en vient pour, pas cet été, mais l'autre été. Donc, on est aussi en grand travail là, pour le musée pour 2024. Comment ça fonctionne, Catherine? Est-ce que les gens qui vont au Carrefour... Est-ce qu'on parlait tous les accès journaliers puis les passeports, ça permet d'aller visiter le musée. Okay. Les gens, c'est sûr que s'ils disent, ben moi, je ne veux aller qu'aux Trappes des Grands Soirs, là, il va y avoir un billet à l'entrée du musée qui va pouvoir être accessible. On a une tarification spéciale pendant le festival pour le musée, en fait. Donc, $1 de moins que pendant le reste de l'année. Mais sinon, tous les passeports, les accès week-end, ça nous permet d'aller visiter le musée également. Puis c'est quelque chose qui est fort apprécié. On jase, juste entre nous autres. Là. Comment tu vois ton édition de cette année, ta 34e? Moi, je vais avouer que ça fait quelques années que je travaille pour le Carrefour, puis là, je trouve qu'est-ce qu'on a mis en place pour les animations dans les différentes résidences, où est-ce qu'on s'en va au niveau développement durable, la mise en valeur des scènes extérieures, c'est quelque chose que je voyais il y a quelques années, puis je suis contente que maintenant, on soit rendu là. T'sais, on est rendu là, puis ça nous tenait tous à cœur, fait qu'on est content que ça soit quelque chose qu'on puisse livrer là, cette année. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un scoop pour la 35e? Un scoop pour la 35e. Peut-être le retour du déjeuner le lundi? Peut-être le retour du déjeuner le lundi, puis on pense à quelque chose de spécial pour le Trappe des Grands Soirs, faire une formule spéciale pour notre grand dimanche soir. OK. Maintenant, il nous reste 60 secondes. Oui.
Alors, c'est à toi à vendre ton édition, parce que là, les billets, à partir de 9 h, dans quelques minutes... À partir de 9 h, sont à vendre. Je dirais que c'est encore une fois de magnifiques découvertes musicales. Il y en a pour tous les goûts. Si les gens ne savent pas quoi acheter, on a différentes vidéos. Ils peuvent nous appeler, avoir différents conseils. De préférence, acheter des billets à l'avance, parce que on a encore... Pour être déçu? Pour pas être déçu, parce qu'il y en a parfois qui pensent qu'arriver à la porte, il va en rester des billets. Parfois, non. Donc, voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici à l'événement qui se déroule du 1er au 3 septembre. Mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? C'est que dans quelques minutes, les billets, c'est maintenant disponible. Maintenant, tout à fait. Alors, faites vite si vous voulez avoir de belles places. Merci. Je te souhaite une belle édition. Parce qu'on le sait, parce qu'on se voit beaucoup, le travail et toute l'énergie que vous mettez à organiser cet événement-là, il est très important chez nous. Merci, Michel. Merci beaucoup. Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, également de l'École internationale et bien sûr du Musée de l'accordéon. Voilà, ça complète. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, Les Deux Frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubucher.ca. Votre Canadien de Tailleur Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien de Tailleur à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Nous sommes avec Mathieu Labrec pour la chronique Prévention Promutuelle Montmagny. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, l'été, c'est les vacances. C'est une belle période pour entamer des rénovations. Tout à fait, des rénovations. Hein, on en profite justement pour prendre un petit peu les vacances, mais il y a toujours ces rénovations-là qui peuvent traîner justement, qui vont être une période aussi de l'été, période estivale, pour en profiter pour faire les entretiens de notre domicile. Oui, absolument. Donc, très intéressant aussi. On va justement parler des travaux par point chaud. Donc, travaux par point chaud, cause d'incendies plus fréquents qu'on pense. Encore là, de petits gestes à poser. Souvent, simplement de petits gestes qui ne nécessitent pas d'investissement monétaire. Des petits gestes à poser justement pour s'éviter bien des soucis. Est-ce qu'on parle surtout des travaux à l'extérieur à ce moment-là? Parce qu'on est plus près du soleil? OK, à l'intérieur aussi. Extérieur, intérieur. Je vous dirais de ce qu'on voit dans dans la cause de ces incendies-là. Ça va être des travaux qui peuvent être faits à l'intérieur ou à l'extérieur. Okay. Puis que le feu peut avoir débuté à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on en voit vraiment, si on veut, de toutes les causes.
Travaux par point chaud, on peut parler à ce moment-là de travail de soudage, du meulage. Donc, un petit peu le même principe, les étincelles, comme on en parle, des feux d'artifice, de nos foyers extérieurs, de nos feux à ciel ouvert. Encore là, le même principe. Ces travaux-là, représentent un risque, encore là, très important d'incendie. Pourquoi? Souvent, nos murs à l'intérieur, nos endroits ne sont pas propices nécessairement à faire ces travaux-là. Comme un garage professionnel ou un endroit où est-ce qu'une usine, où est-ce qu'ils vont faire de l'usinage, par exemple, où est-ce que là, les lieux sont appropriés pour ces travaux-là. Ils sont faits en conséquence des travaux, alors que la maison, elle est déjà construite d'un des fois. Et souvent, elle est faite pour vivre dedans. Effectivement, on ne connaît pas nécessairement tous les risques qu'il peut avoir. On ne connaît pas tous les matériaux qui ont été utilisés lors de la construction de la maison non plus. Quand on a des maisons plus anciennes, on a des surprises. Tout à fait. Rapidement, quelques petits cas qui sont arrivés dans les dernières années. L'auberge Attelé, on recule à 2006, un gros incendie justement, 40 pompiers qui ont été déployés. Le feu aurait pris naissance dans les combles de l'édifice. C'est une étincelle vraiment qui a été provoquée lors de travaux de soudure de plomberie. Qui est à l'origine de cet incendie-là. Puis un petit peu quelques temps après, l'auberge n'a pas été reconstruite. Donc, à ce moment-là, oui, on parle de perte de bâtiment, mais dans ce cas-là, de perte d'emploi, des propriétaires, justement, qui ont pris des années qui ont travaillé beaucoup sur leur entreprise, qui, par un simple travaux de soudage de plomberie, causaient un incendie. Encore là, maintenant, une entreprise de pneus. Encore là, des travaux sur une voiture. Encore là, dans un bâtiment qu'on aurait pu penser conçu pour ces travaux-là. Des travaux de soudure, justement, qui ont été faits avec un véhicule, sur un véhicule, début d'incendie, tente d'éteindre, justement. Tous les bons comportements étaient là, tente d'éteindre rapidement l'incendie avec un extincteur. Par contre, ça n'a pas fonctionné. Donc, garage qui est perte totale. Dans ce cas-là, c'est un garage de plus de 60 ans d'histoire, là, justement, qui a été rasé par les flammes. Des petits exemples comme ça, il pourrait en avoir plusieurs. Souvent, ça amène justement des pertes totales. Pourquoi? On va le voir un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau de la réglementation, au niveau du Code national de prévention des incendies, il y a une section qui va s'adresser justement pour ces travaux par point chaud-là. Dans le Code, ils vont définir comme un travaux qui va utiliser une flamme nue produisant de la chaleur ou des étincelles. Découpage, soudage, du brasage, meulage, il y a fixation par collage, métallisation, même du dégèlement de canalisation aussi qui va être traité. Donc, encore là, il y a plusieurs sources là, de travaux qui sont nommés, qui peuvent être la cause de ces incendies-là. Ce qu'on va dire au niveau de la formation, c'est que ça devrait être des personnes qui ont reçu une formation sur l'utilisation sécuritaire de ce matériel-là, qui peuvent effectuer ces travaux-là. Donc, des professionnels. Mathieu Labrec, qui va dans un magasin s'acheter une soudeuse, puis qui va s'improviser soudeur, c'est pas une bonne idée. Non. À ce moment-là. Je ne connais pas l'appareil dans ce cas-là, je ne connais pas son fonctionnement. Oui, les risques, je peux les connaître, mais par contre, il manque un peu d'expérience, justement, puis de formation pour utiliser ces appareils-là. Mais les appareils sont disponibles à la vente? Les appareils sont disponibles à la vente. Donc, il y a beaucoup probablement de néophytes qui peuvent s'improviser soudeurs, qui n'ont pas les connaissances, justement, qui ne connaîtront pas les risques, qui peuvent être la cause. Oui, on parle de sinistre, mais ça peut être justement des blessures aussi qu'on peut s'occasionner en utilisant ces appareils-là. Puis nos appareils aussi, il faut s'assurer qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement. Donc, s'assurer de les entretenir un petit peu comme tous nos appareils qu'on a à la maison. Au niveau des risques d'incendie, les principaux faits saillants, c'est que nos étincelles de soudure et de meulage peuvent atteindre une température de plusieurs centaines, voire de milliers de degrés Celsius. Ces températures-là peuvent être suffisantes. Ils vont être plus élevés que les points d'auto-inflammation des matériaux. Donc, auto-inflammation des matériaux, ça va être la température à laquelle les matériaux vont s'enflammer, si on veut, par eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, ces températures-là, si on parle du bois, souvent, ça va être dans un garage, il va y avoir des guenilles d'huile, des contenants d'huile, encore là, différents, des chaises de jardin, bref, un petit peu de tout. Donc, ces matériaux-là, s'ils sont en contact justement avec ces étincelles-là, peuvent créer des débuts d'incendie.
Ces étincelles-là aussi peuvent demeurer chaudes, peuvent couver pendant 72 heures. Un petit peu comme la même chose que nos poêles à bois, les centres de poêles à bois, les centres de charbon l'été, nos étincelles justement de feux d'artifice. Tous ces centres-là peuvent demeurer chaudes pendant 72 heures. Donc encore là, peut-être que le début d'incendie ne se produira pas immédiatement. Peut-être qu'il va se produire un petit peu plus tard, on justement. va penser qu'on est correct, qu'on retourne à nos affaires régulières, on n'y pense plus. Oh non, c'est tout éteint, mais finalement, ça repart. Ça repart, effectivement. Au niveau des travaux par point chaud, on ne les laisse jamais sans surveillance. Donc, on s'assure quand même de garder un œil où est-ce qu'on a travaillé. Puis, au niveau de la compétence de la personne aussi, à ce niveau-là. Aussi, un autre point, danger d'explosion. Souvent, ça va être des choses qu'on va voir. Lorsqu'on travaille, par exemple, souvent, on va le voir sur des réservoirs à essence, des contenants qui ont eu de l'essence ou d'autres matières inflammables à l'intérieur. Les gens, souvent, vont dire, bien, mon contenant il est vide, là, c'est pas grave, mais souvent, il va rester des vapeurs d'essence, de matière inflammable. Il y a des travaux qui vont être faits, justement, de soudage, par exemple, ou de meulage. Puis à ce moment-là, ça va créer une explosion. Donc, explosion, on s'entend qu'il peut y avoir des blessures, des décès, donc des risques très importants. À ce moment-là, bon, on s'assure de faire affaire avec des gens qui sont compétents en la matière. Petite précaution maintenant pour les travaux par point chaud. Donc, on s'assure en tout temps du bon fonctionnement de nos appareils. On va balayer le plancher, retirer toutes les matières combustibles. Ce qu'on va dire, c'est dans un rayon de 50 pieds. Ça peut paraître très grand, hein, parce que nos garages sont souvent plus petits que ça. Souvent plus petits que ça. Souvent, ça va être même des garages qui vont être attachés à notre maison. Donc, normalement, toutes ces étincelles-là peuvent faire beaucoup de chemin. Justement, de là d'avoir des lieux qui sont appropriés pour faire ces travaux-là. On peut penser à tout ce qui est copeaux, fibres, poussière, ça va augmenter justement les risques d'incendie aussi. Mouiller l'espace de travail, souvent ce qu'on va pouvoir faire, c'est arroser déjà l'espace de travail pour justement, encore là, favoriser la sécurité. Donc avant et après? Avant et après. Effectivement, ça pourrait être une bonne pratique, justement, en plus de surveiller, de s'assurer déjà qu'il y a un petit travail de fait, un petit point de plus. Ça diminue, j'imagine, le risque de reprise dans les 72 heures des fameuses étincelles. Là. De ce côté-là, Oui. n'effectuez jamais de travaux par point chaud près d'un mur qui va être combustible. Souvent, ça va être des choses qu'on va voir, à moins d'utiliser un écran de protection thermique amovible. Ça peut être un panneaux de fibrociment, des tôles, des bâches qui sont ignifuges. Donc, encore là, il y a des moyens qu'on peut prendre, si on a un espace un petit peu plus restreint, pour faire nos travaux de manière sécuritaire. Donc, encore là, on n'effectue pas non plus nos travaux sur une pièce qui pourrait toucher à du bois. Un petit peu, par exemple, comme nos tuyaux de plomberie ou des pièces de métal qui, eux, seraient en contact avec du bois. Ces pièces de métal-là vont accumuler la chaleur, vont monter en température, puis risquent de causer des débuts d'incendie. C'est des choses qu'on va voir aussi dans nos causes d'incendie. Avoir encore là boyau, extincteur à proximité en cas d'un début d'incendie. Oui, c'est beau d'avoir ces extincteurs-là à proximité, mais il faut s'assurer qu'ils soient fonctionnels aussi. Oui, les vérifier, hein? Les vérifier. On parle de vérification. On a déjà fait des chroniques, puis on va refaire aussi des chroniques au sujet des extincteurs, s'assurer justement de comment les vérifier, comment s'assurer qu'ils soient fonctionnels en tout temps. Rapidement, savoir où est-ce qu'ils se trouvent, puis est-ce qu'il est encore là. Et de premièrement, ce qu'on peut faire, c'est regarder rapidement notre aiguille, notre manomètre, puis s'assurer qu'elle est dans la zone qui est verte, donc comme quoi il y a assez de pression à l'intérieur. Dans les prochaines chroniques, on pourra en traiter davantage, là, parce que seulement l'extincteur pourrait faire l'objet d'une chronique complète. Précaution aussi, lorsqu'on va faire nos travaux, vraiment pendant notre travail. Donc, notre aire de travail est déjà sécurisée. On surveille le point de chute des étincelles. Donc, s'il y a une direction que nos étincelles prennent toujours, on va porter attention plus à cette zone-là. On va porter attention aussi, justement, à la coloration peut-être de ces éléments-là. S'il y a des pièces combustibles qui ont été touchées par ces étincelles-là, regardez la coloration. Est-ce que c'est noirci? Est-ce qu'il y a déjà eu une pyrolyse du bois, par exemple, qui s'est produite, une dégradation du bois? Important de regarder aussi de ce point-là. Point important, après les travaux par point chaud, c'est souvent le point qui va être négligé. La job est finie, hein? On ramasse. On ramasse, on retourne à la maison. Par contre, les risques souvent vont être à ce moment-là. On dit après, puis même bien après, justement, ces travaux-là. Donc,
comme je l'ai dit, on va, comme tu l'as mentionné, après nos travaux par point chaud, on peut justement arroser, appliquer de l'eau sur les surfaces, justement, où est-ce qu'il y a eu des travaux par point chaud. Maintenir une surveillance constante pendant au moins 30 minutes après les travaux. Donc, on reste là. On peut prendre peut-être un petit peu plus notre temps pour ramasser justement notre aire de travail. Puis, le point le plus important, c'est surveiller de façon périodique pendant un minimum de 4 heures. C'est souvent le point qui va être négligé, où est-ce qu'on aurait pu probablement porter une action rapide pour éviter le début d'incendie. Là, nos travaux vont être finis. Souvent, les travaux se finissent en fin de journée. On entre à la maison, ça ne nous tente pas nécessairement de ressortir à l'extérieur, revoir dans le garage ou à l'endroit où est-ce qu'on a fait nos travaux. Souvent, ce qui va arriver, c'est que dans la nuit, il y a des voitures qui vont passer, puis à ce moment-là, déjà, l'incendie est éclaté, le garage est vraiment en flammes complètement. S'ensuit, souvent une perte totale du bâtiment. Fait que c'est souvent l'histoire qu'on voit des travaux de meulage ou de soudage. Les gens n'ont pas trop surveillé le lieu après, puis souvent pendant la nuit, c'est éclaté. C'est vraiment pas un scénario typique, là, mais c'est souvent des choses qui vont arriver. Donc, il faut rester alerte, même après les travaux. Tout à fait. C'est le point à retenir. Merci beaucoup, Mathieu. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubucher.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnay revient pour une 7e édition cette année. Et pour en parler, j'ai justement le président depuis la toute première édition, qui est M. Marc-André Rioux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Rioux, j'aimerais ça que vous me racontiez comment c'est venu l'idée de la Semaine du patrimoine. Environ en 2007, j'étais conseiller municipal à Saint-Roch-des-Aulnay, puis probablement sensible à la richesse de notre patrimoine puis notre culture. C'est pas difficile, hein? Non, on en a un non. beau patrimoine. Alors, le conseil municipal a décidé de se faire une politique de la culture et du patrimoine, la première de la MRC de Lillette. Et puis, on a formé un comité, puis après quelques années de fonctionnement, à un moment donné, j'avais fait une visite de courtoisie à la direction générale de la Corporation de Seigneurie des Aulnay pour rencontrer Mme Dominique Garon. À l'époque, et puis, c'est là qu'est sortie l'idée de faire une semaine du patrimoine. On voyait clairement qu'on avait les moyens de faire ça. Au fil du temps, on parle de la 7e édition. J'imagine que ça a évolué. Oui. Au début, c'est le comité de la culture et du patrimoine qui s'en occupait. Puis la municipalité est responsable du site de la Seigneurie des Aulnay. C'est coûteux pour une petite paroisse. Fait que on a pensé qu'on essayait de voler de nos propres ailes. On a trouvé un volet à Patrimoine Canada qui permettait à un groupe de bénévoles d'avoir une subvention pour faire la Semaine du patrimoine. Ça fait il y a 3 ans de ça. Fait que depuis ce temps-là, on a une bonne subvention tous les ans. Et comme l'équipe est agréable à travailler, à tous les ans, on améliore l'équipe. On est rendu avec une très bonne équipe. Et ça vous donne un peu plus de liberté de pouvoir le faire comme ça aussi? Oui. Puis on peut aller chercher des collaborateurs, puis tout ça, dans la région, tout ça. Puis d'ailleurs, il exige, le Patrimoine Canada exige que ce ne soit pas la municipalité qui soit le maître d'œuvre de ça. Ça prend un groupe de bénévoles. Donc, pour la 7e édition, ça va se dérouler cette année du 6 au 13 août. Oui. Et qu'est-ce que vous nous proposez? On a peut-être au-dessus d'une trentaine d'activités différentes. Elles sont toutes gratuites. Ça commence un dimanche avec Peggy Bélanger, qui va avoir enregistré tout frais un disque avec la compagnie Stradivarius de Turin en Italie. Oui. Et puis, ça va être des extraits de ce disque-là qu'elle va nous faire chanter. On a cette année mis l'emphase sur la famille, les enfants. Il y a plusieurs activités qui vont avec la famille. Par exemple, Mélissa Rioux va aller amener les enfants sur le bord du littoral pour cueillir des plantes comestibles. Puis après ça, revenir leur faire déguster ça. Il va y avoir des contes. Il va y avoir une course au trésor. Pas une course au trésor, un rallye. Puis des dessins sur le pavé. Tout ça. En tout cas, il y en a beaucoup de choses pour les enfants. Il y en a aussi pour le patrimoine. Il va y avoir quelqu'un qui va faire du lassage de raquettes. Il va y avoir quelqu'un qui va faire de la vannerie. C'est des choses qu'on n'a pas la possibilité de voir souvent parce que c'est très spécialisé. Ouais. Puis, il n'y a pas de cours pour ça. Non. C'est très, très rare. Donc, c'est une possibilité que vous nous offrez de pouvoir aller voir ce genre d'activité-là. C'est des gens qui sont... Il y en a un dans une région qui fait ça. Là. Ici, c'est Arnaud Caron qui a gagné un prix aussi au niveau de la MRC pour son travail. Là. Puis, etc. Il y a aussi des conférences. Une belle conférence est donnée par Judith Douville du Musée de la mémoire vivante qui va nous parler de la pêche à l'anguille dans notre région. Ça va être suivi par un panel où on va avoir des pêcheurs, des anciens pêcheurs de notre paroisse qui vont nous parler de ce qu'ils ont vécu, tout ça. Hein. Et puis, on va même avoir une dégustation d'anguilles fumées ou d'anguilles
Ouais, d'anguilles fumées qui vont avoir été faites ici, là, dans notre coin. Bien, c'est amusant que vous disiez ça parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille, justement. Quand on parle avec les personnes de 60 ans et plus, souvent, il y a des histoires de pêche d'anguilles, justement, et de dégustation d'anguilles. C'était quelque chose qui était assez commun, assez populaire dans le temps, mais qu'on a beaucoup moins facilement aujourd'hui. C'est ça, parce qu'il y a eu une baisse d'anguilles dans le fleuve. Là. Oui, effectivement. Après ça, il va être possible d'aller visiter notre patrimoine bâti. On a eu un minibus prêté par la location Le Mieux de la Pocatière, qui va avoir 3 journées dans lesquelles il va y avoir 2 visites à faire, là, qui durent à peu près 1h30 pour visiter nos plus belles maisons, là, le long de la 132 et même au 2e. Après ça... Le mot patrimoine, c'est large. Hein? Quand on parle de patrimoine, c'est très large. Parce que quand on parle de patrimoine, souvent, on va penser aux maisons, mais bien au-delà de ça... Il y a le patrimoine agricole, il y a le patrimoine religieux, il y a le patrimoine paysager. Et vous avez pris... vous avez vraiment été assez méticuleux pour penser à toutes ces parties du patrimoine-là pour la Semaine du patrimoine, justement. On a des membres dans l'équipe qui ont plusieurs... Il y en a une douzaine dans notre équipe, là. Puis ils ont la voie libre pour aller chercher des personnes qui peuvent nous renseigner sur ces choses-là dans le passé, puis c'est vraiment intéressant. Quelque chose que vous n'avez pas nommé, mais que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous avez aussi pris la peine de vérifier que les activités ne s'embroquent pas les unes sur les autres. Donc, ça permet aux gens d'aller voir tout ce qu'ils veulent. Oui, oui. Ce qui a été le plus difficile, ça a été toute la fin de semaine. On est plein là, du matin jusqu'au soir sur des 2. On a prévu du stationnement suffisamment pour tout mettre ce monde-là. Il va en avoir sur la place de l'Église, il va en avoir chez le marché des Aunais, etc. Là. Fait que, on devrait être bon pour les recevoir comme du monde. Oui, parce que vous voulez que ce soit le plus accessible possible, bien sûr. Il y a des zones, c'est piétonnes, puis le stationnement, c'est le stationnement, puis etc. Pouvez-vous me parler de ce qui va se passer au cimetière? Je vous vois sourire. Je pense que vous aimez ça, cette partie-là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Il va y avoir des personnes costumées qui représentent des personnes qui ont été inhumées dans le cimetière. Puis là, ils viennent nous raconter pourquoi ils sont là. Ils apparaissent dans le cimetière tout d'un coup, pourquoi ils sont là. L'année passée, il y avait une dame qui disait « Je viens voir mon mari, moi, là, puis tout ça. Là, hein? » Justement, on voit des images ici. Là. Fait que puis, on a 2 cimetières. Il y a le cimetière à l'extérieur, puis on a un autre aussi sous la nef de l'église qu'on appelle le cimetière Ad Sanctos. Puis là aussi, il y a au moins 300 inhumations qui sont là. C'est des laïcs, là, c'est pas juste des prêtres. Fait que là aussi, là, on peut faire on va avoir des personnages là, qui nous parlent de ce qu'ils ont été. C'est une belle façon de découvrir, justement, les gens qui ont été avant nous du côté de Saint-Roch-des-Aunais. Puis, pendant toute la semaine, là, il va y avoir Gustave Gamache, qui est le fils de Marie-Claude Gamache du musée maritime, qui va animer la place pendant toute la semaine. Pendant la fin de semaine, ça va être sa mère, Marie-Claude, qui va le faire. Fait que ça va être une ambiance là, festive, une ambiance où notre patrimoine est bien vivant. Et on vous rappelle que c'est tout gratuit. À quel endroit les gens peuvent prendre l'information pour, justement, s'ils veulent choisir des activités? Bon. Il y a si vous faites la Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aunais, il y a une page Facebook pour l'événement dans laquelle le dépliant est disponible. On a sur une fiche le site de Tourisme Chaudière-Appalaches. Si vous faites ça, Semaine du patrimoine, il va y avoir un lien pour aller chercher le programme là aussi. Il est sur le site de la municipalité de Saint-Roch-des-Aunais. Fait que sur place de l'église, il y a aussi ce qu'on appelle un RIT, un relais d'information touristique. Et puis, sur le relais, on a mis le programme en place. Fait que quand vous arrivez, vous allez être capable d'aller lire le programme. Et puis, notre guide, là,
monsieur Gamache, bien, il va être là pour répondre aux questions aussi. Fait que vous devriez être capable de tout savoir ce qu'il faut là, sur place. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Rioux, d'être venu aujourd'hui nous parler de la Semaine du patrimoine. On rappelle aux gens que ça se déroulera du 6 au 13 août. Cette année, toutes les activités sont gratuites. Et M. Rioux, il est le président de l'événement depuis ses tout débuts. On en est à la 7e édition. Merci. Merci. On a fait un petit tour du côté de la cabane à sucre ce printemps. Et alors, on vous ramène chez Jérôme Landry et la ferme ancestrale de Cap-Saint-Ignace. C'est la fin de semaine de Pâques qui va débuter dans quelques instants et on a décidé de la cabane à sucre, nous autres ici. On s'est déplacé du côté de la ferme ancestrale Landry en compagnie de Jérôme Landry qui va nous présenter sa cabane à sucre aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant parce que ça a beaucoup changé depuis l'époque de mon grand-père. Bonjour! Salut! Salut. Jérôme, peux-tu nous expliquer ce qu'on voit ici? Bon, ben là, on est en train de faire bouillir. C'est l'évaporateur, dans le fond. Un équipement qu'on a acheté il y a 6 ou 7 ans pour se mettre aux normes, là, puis être plus efficace, évidemment. Donc, tu me disais que ton érablière compte 300 érables présents. 3000, pardon. Ouais. Oui, c'est une petite différence. Qu'est-ce que ça implique? Ça donne combien de sirop à peu près pour les néophytes comme moi? Bien, on calcule à peu près dans la région des rendements à 3 livres à l'entaille. Fait que ça veut dire peut-être un 20-25 barils de sirop par année. Évidemment, pour nous, c'est un revenu d'appoint. C'est une ferme laitière, mais c'est quand même un bon revenu d'appoint. Puis, nous, c'est familial. Fait qu'on reçoit beaucoup les fins de semaine. Puis, c'est ça occupe beaucoup pendant cette période-là parce que c'est vraiment avec les aléas de Dame Nature. Comme ce printemps, c'est un printemps qui est plutôt frais. Dans le coin ici, c'est quand même bien. Là, les rendements sont là pour l'instant. On est peut-être au milieu ou à peu près de la saison. On a l'avantage que quand c'est frais, on fait souvent de la plus belle qualité parce que l'eau reste plus belle, l'eau ne se contamine pas. Donc, on fait vraiment un super beau sirop cette année. Ça a commencé quand à peu près cette année? On a fait bouillir la première fois le 12 de mars, ce qui est un petit peu tôt. Là. Normalement, ça commence aux alentours du 20. Par contre, ben, c'est ça. C'est pas des grosses semaines de coulée. On a des belles journées ici et là en cours de semaine, mais on fait peut-être bouillir 2 à 3 fois par semaine. Souvent, avec Pâques, là arrive vraiment le temps du sucre. Cette année, Pâques est un petit peu plus tôt. On peut peut-être s'attendre à un printemps qui va peut-être finir un petit peu plus tôt aussi. Mais c'est ça, normalement, la semaine de Pâques, c'est vraiment une bonne semaine pour les sucres. Puis, on a toujours la saison qui fait qu'à quelque part, aux alentours du 20 et 25 d'avril, on arrive avec ce qu'on appelle le sirop de bourgeon. C'est vraiment en fonction de la durée du jour, puis de la température, du réchauffement. Fait que généralement, ici dans la région, c'est peut-être aux alentours du 25 avril. Donc, il nous reste peut-être 3 semaines ou à peu près de saison. Est-ce que ça change quelque chose que ça ait commencé plus tôt cette année? Est-ce que ça va finir plus tôt? Pas nécessairement. C'est vraiment une question de température. On a encore quand même beaucoup de neige, bien que comme la terre n'est pas gelée puis qu'il n'y a pas eu de verglas cet hiver, souvent, quand la température va faire en sorte que le soleil va taper plus, bien, la neige va disparaître rapidement. Donc, souvent, on s'attend dans ce temps-là à avoir une saison peut-être un petit peu plus courte parce que la neige va disparaître plus vite. Par contre, depuis qu'on a commencé, je pense qu'on a plus de neige que le 12 mars quand on a commencé, parce qu'on en a eu beaucoup depuis ce temps-là. Fait que, écoute, on le sait jamais, c'est toujours imprévisible, là, c'est vraiment aux aléas de Dame Nature. Mais, en tout cas, on s'attend quand même, comme il y a encore beaucoup de neige puis qu'on est déjà rendu les premiers jours d'avril, on s'attend quand même à réussir à faire une saison qui devrait être intéressante. Là. Ça prend quoi pour que, justement, les érables soient prêts à donner? Ça prend plein de choses. Ça prend, évidemment, tout est une question de température, c'est-à-dire que ça gèle la nuit, que ça dégèle le jour, et de un. Deuxièmement, souvent une question de pression atmosphérique aussi. Quand la pression vient plus forte dans l'arbre versus la pression atmosphérique, là, à ce moment-là, on a des bonnes coulées. On entend souvent « la neige des sucres », là, les vieux disaient ça. La neige des sucres, c'est vraiment ça. Quand il y a une dépression, la pression dans l'arbre est plus grande, donc ça coule beaucoup. Comme là, aujourd'hui, on a une bonne coulée. Il annonce peut-être un peu de neige cette nuit, peut-être du verglas demain matin. Donc,
souvent, là, ça favorise la coulée. Sinon, c'est vraiment une question de gel-dégel là, qui va favoriser les bonnes coulées. J'ai l'impression qu'avant, ça se faisait beaucoup au ressenti. Les gens savaient que ça allait s'en venir, peut-être plus que de façon traditionnelle. Aujourd'hui, c'est peut-être plus scientifique. Oui, malgré que la nature est bien dure à prévoir. Hein. On ne peut pas savoir d'avance ça va être une bonne saison, ça va être une mauvaise saison. Il y a des journées, des fois, on se dit, tabarouette, ça devrait couler, ça a gelé cette nuit, puis pourtant, non. Puis à l'inverse, des fois, ça peut... Tu sais, comme depuis le début de la saison, là, on est toujours limite sur le degré. C'est-à-dire qu'on a des nuits quand même, de temps en temps, très froides. Puis, on a des journées où il fait 1-2 degrés, il vente nordais, souvent ça rafraîchit la température, puis malgré ça, il coule. Puis ils nous font des belles coulées. Donc, évidemment, on les prend, hein, on prend tout ce qui passe, puis on va aller chercher le rendement qu'on peut. Là. Donc, on est satisfait cette année? Bien, pour l'instant, oui. Comme je disais, la qualité est là, ce qui est le fun. Je sais que les pronostics qu'on a là, pour d'autres régions, entre autres dans la région de Montréal, ils s'attendent à une saison simplement dans la moyenne. Nous, ici, ben c'est ça. Il y a encore de la neige. On pense être à peu près au milieu de la saison. Donc, on devrait aller chercher une bonne saison. On l'espère. Alors, on vous souhaite une belle fin de saison et une joyeuse Pâques. Bien, merci. Joyeuse Pâques. Chantal Caron continue de nous éblouir. Cette danseuse, chorégraphe et réalisatrice s'est entretenue avec nous un peu plus tôt cette année. On vous propose de réécouter l'entrevue dans un moment. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Pense Danse est une campagne initiée par le regroupement québécois de la danse qui réaffirme l'importance de la danse à travers le Québec. Ça s'adresse aux professionnels autant qu'aux amateurs et la vitrine Pense Danse permet de plus facilement consommer la danse sous toutes ses coutures et ce, près de chez vous. Et l'une des porte-paroles de Pense Danse pour la région, c'est bien ça, Madame Chantal Caron, que vous connaissez déjà. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir à l'émission ce matin et de pouvoir parler de danse justement parce que on a tendance à penser que pour un danseur, pour un chorégraphe, pour faire carrière, il faut s'en aller dans les grandes villes. Vous avez fait le choix de rester ici à Saint-Jean-Port-Joli. Bien, j'ai surtout fait le choix de revenir en 1986 parce que moi, la danse, ça m'avait terriblement manqué quand moi, je suis native de Saint-Jean-Port-Joli, donc il n'y avait pas nécessairement de cours de danse. J'ai fait toutes sortes j'ai fait des arts martiaux, de la natation, mais ma première passion, c'était la danse. Il a fallu que je parte pour aller étudier, c'est certain, mais le désir d'implanter, de revenir dans ma région, c'était vraiment aussi relié aux gens de la communauté, mais aussi particulièrement au paysage. Le fleuve, entre autres, et l'attachement que j'avais à mon territoire. Alors, c'est vraiment le leitmotiv qui a fait que le choix était clair au moment où j'ai eu 26 ans, j'ai décidé de revenir. Je suis jamais repartie, quoique je fais beaucoup d'allers-retours à Montréal parce que la plupart des collaborateurs, les danseurs sont là-bas. Mais je pense que je vais rester ici encore pour un petit bout. Alors, on connaît l'école de danse, bien sûr. On a tendance à penser qu'un professionnel de la danse, s'il revient en région, va avoir son école de danse et le reste de la carrière va être un peu mis de côté. C'est pas ce que vous avez fait, vous. Votre carrière a continué. Bon, votre carrière en tant que chorégraphe, vous êtes maintenant cinéaste également, en plus de former la relève. Ben, en fait, moi, au départ, j'avais pas de plan de carrière. Quand je suis revenue, j'étais une pédagogue. Je voulais faire danser les petits garçons, les petites filles de la région. Ça, c'était clair. Puis je voulais aussi, à partir du moment où on a fait des compétitions, je voulais que mon école se démarque. Je voulais prouver que même si on faisait pas 20, 25, 30 heures de danse, mais qu'on était passionné puis qu'on avait une créativité différente, on pouvait y arriver. Puis ça a été très, très, très concluant. Ça a été très, très motivant aussi pour poursuivre. Par après, c'était vraiment un concours de circonstances qui a fait que moi, je suis revenue à l'âge de 41 ans sur la scène. J'ai remplacé une interprète de Québec, Marie-France Rousseau, qui à ce moment-là avait 39 ans et attendait un petit bébé. Et elle voulait pas du tout prendre la chance, risquer
de perdre cet enfant-là et m'a demandé de la remplacer. 2 fois, j'ai dit non parce que j'étais plus dans l'interprétation. Mon corps était plus non plus en forme pour faire ça. Puis j'étais vraiment comme une directrice d'école. J'enseignais puis je dirigeais. Mais il trouvait personne. Puis j'avoue que la 3e fois, j'ai accepté, mais j'ai vraiment fait le choix de le faire. J'ai pris 3 entraîneurs différents pour revenir sur la scène. J'avais 41 ans et depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui arrête. J'ai retombé en amour avec l'interprétation. J'ai vraiment aussi actualisé mon désir de devenir chorégraphe pour les professionnels. Dans le milieu professionnel, dans le milieu de la danse contemporaine en particulier. Et c'est Joanne Dard de la Rotonde de Québec qui m'a dit « Est-ce que tu connais ça, le Conseil des arts et des lettres du Québec? Tu pourrais peut-être demander une première bourse. » Puis c'est ce que j'ai fait. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai repris la danse, ça va faire 16 ans maintenant, ben ça n'a jamais arrêté. Ça se développe de façon aussi inattendue, assez inusitée aussi. Je pensais pas de faire des films non plus en danse. Et ça m'a propulsée sur un plan international. C'est ce que j'aime particulièrement faire durant cette période-là. Nous, on était très, très, très actifs durant la pandémie. On a fait 2 films. Puis j'aime faire les films chez nous parce qu'on a un territoire exceptionnel. Moi, j'ai à cœur aussi de parler du fleuve Saint-Laurent, de parler de tout son écosystème aussi, de la vase, des oiseaux, les glaces surtout. Le dernier film qu'on vient de terminer, il est à peine sur le réchaud, là, qui s'appelle Marée Noire. On est retourné sur les glaces avec l'équipe de Jean-François Lachance de Berthier-sur-Mer pour pouvoir faire un autre film sur les glaces, pour pouvoir pousser plus loin. Fait que moi, je dirais que mon territoire, il sous-tend et il supporte tout mon travail. C'est par lui, dans le fond, que j'existe. Parce que sans ça, se démarquer, que ce soit en région, que ce soit en ville, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement, je dirais aussi. Mais moi, je pense que à l'époque, j'ai pris une bonne décision parce que aussi j'aime l'éducation, j'aime qu'on s'attarde à la jeunesse parce que j'y crois énormément. Sans ça, moi, je pense qu'il n'y a plus rien qui va exister. Mais fondamentalement, c'est le désir de partager ma passion qui me poursuit depuis tant d'années. Et on la sent bien, votre passion, Mme Caron. D'ailleurs, vous permettez à la région de Saint-Jean-Port-du-Joli d'être vue et connue à la grandeur du monde grâce à vos films. On vous en remercie. Il y a ces magnifiques chorégraphies. Et gens de la région, sachez qu'à chaque année ou à peu près, vous avez droit à une de ces chorégraphies sur le bord du fleuve et c'est toujours un moment à vivre, bien sûr. Merci beaucoup, Chantal Caron, d'avoir été avec nous ce matin. C'est tellement un grand plaisir de parler de la danse, parler de ma région. Merci à vous pour l'invitation. C'est ce qui complète l'émission C'est ma TV en vacances de ce vendredi 4 août et c'est ce qui termine la série des émissions spéciales de C'est ma TV puisqu'à compter de lundi, Michel Momini sera au rendez-vous pour vous proposer les informations. Sinon, d'ici là, pour toutes les nouvelles, rendez-vous à cmatv.ca ou encore sur la page Facebook de C'est ma TV. Mon nom est Marie-Ève Lamonde, je vous retrouve dans une semaine. Au revoir. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, Les Deux Frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcheux.ca. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes, âgées de 55 ans et plus, peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur.
Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. 21 000 membres, 3 bureaux, 50 emplois chez nous. 88 248 7940. La 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 la.